suite sur Bénin TV. Heureuse de vous retrouver pour ce 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Mieux prévenir les violences obstétricales et améliorer la qualité des soins maternels. L'Institut national de la femme en fait désormais son cheval de bataille. À Cotonou, depuis ce matin, l'institution réunit les acteurs de la question autour d'un atelier préparatoire sur la santé des femmes africaines. Quelle politique de développement pour l'atteinte efficace des objectifs de la vision Bénin Alafia 2060? Une rencontre réunit décideurs publics, universitaires et experts des politiques de développement pour réfléchir sur la question. Le point dans ce 13h. Et puis le Bénin veut reprendre sa place dans la filière cacao en misant désormais sur la qualité des plants et l'accompagnement des producteurs. Dans la commune de Tori-Avame, un agroforestier s'investit dans la production de pépinières de cacao afin d'encourager la création de nouvelles plantations. Nous sommes allés à sa rencontre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une visite d'État pour consolider un partenariat. Le président de la République, Romuald Wadagni, a achevé dans la journée d'hier sa visite d'amitié et de travail en République islamique de Mauritanie. Une rencontre de haut niveau consacrée au renforcement de la coopération bilatérale et aux grands enjeux régionaux. Le récit avec Marcel Arossi. À Nouakchott, le président de la République, Romuald Wadagni, a été accueilli avec les honneurs par son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. À l'aéroport, les deux chefs d'État assistent à l'exécution des hymnes nationaux avant le premier entretien. Les échanges se sont ensuite poursuivis au palais présidentiel où une séance de travail réunit les deux délégations. Au cœur des discussions, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Mauritanie, ainsi que les défis communs liés au développement, à la sécurité et à l'intégration régionale. Au terme de cette visite d'État, le président Romuald Wadagni est raccompagné à l'aéroport, une marque d'estime qui vient souligner la qualité des relations entre les deux pays. Cette visite s'inscrit dans la dynamique diplomatique engagée par le chef de l'État en faveur d'un dialogue renforcé avec les partenaires africains et d'une action concertée sur les grands enjeux de l'espace ouest-africain et sahélo-saharien. Cette mission, effectuée à l'invitation de son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a permis aux deux chefs d'État de réaffirmer leur volonté de renforcer la coopération entre leurs pays dans plusieurs domaines stratégiques. Suivons ici l'intégralité de communiqués de presse avec Jérôme Humbo. Cotonou, le 6 juillet 2026. Le président de la République, son Excellence, M. Romuald Wadagni, a achevé ce lundi 6 juillet 2026 la visite d'amitié et de travail qu'il a effectuée en République islamique de Mauritanie à l'invitation de son homologue, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Au cours de leur entretien, les deux chefs d'État ont passé en revue l'état de la coopération entre le Bénin et la Mauritanie et réaffirmé leur volonté commune de la renforcer. Les échanges ont porté sur plusieurs domaines d'intérêt partagé, notamment la coopération économique, la connectivité, la sécurité et l'intégration régionale. Les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue en vue d'un partenariat renforcé au service de leur peuple et d'une action concertée sur les enjeux de paix, de stabilité et de développement du continent. Le président Romuald Wadagni a exprimé sa gratitude à son homologue mauritanien ainsi qu'au peuple mauritanien pour la qualité de l'accueil et l'esprit de fraternité qui ont marqué son séjour en Mauritanie. Je veux l'annoncer en titre. Cotonou accueille depuis ce matin une école d'été consacrée aux méthodologies de développement. C'est un rendez-vous qui réunit décideurs publics, universitaires, experts des politiques de développement et partenaires techniques et financiers. Un rendez-vous pour passer au peigne fin les différentes politiques de développement mises en œuvre
au Bénin et d'orienter les réflexions vers l'atteinte des objectifs de la vision Bénin-Alafia 2060. Suivons ici un extrait de l'allocution du directeur du cabinet du ministre de l'Économie et des Finances chargé de la coopération à l'ouverture des travaux. Alastair Alicentor est au micro de Lénaï Kagwazaou et de Constantin Agbou. Concevoir une politique est indispensable. La financer est essentiel. Mais mesurer objectivement ses effets, comprendre ce qui fonctionne, corriger ce qui doit l'être et orienter les ressources vers les interventions les plus efficaces constituent désormais des exigences incontournables d'une gouvernance moderne. L'évaluation d'impact, donc celle qui nous concerne à cette école d'été, répond précisément à cette ambition. Au Bénin, cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision portée par le gouvernement. Construire une administration davantage orientée vers les résultats, où chaque politique publique est appréciée non seulement au regard des moyens mobilisés, mais surtout des effets produits sur le bien-être des populations. Notre pays s'est doté d'un cadre juridique novateur avec l'adoption de la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques, ainsi que la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Dans un contexte où les ressources publiques demeurent limitées et où les attentes des citoyens sont toujours plus fortes, nos décisions doivent être guidées par la connaissance, l'expérimentation et l'évidence scientifique plutôt que par l'intuition ou les habitudes. Parlons santé à présent avec les violences obstétricales qui demeurent encore une réalité peu connue mais aux lourdes conséquences pour les femmes. Afin de mieux comprendre ce phénomène et d'identifier des solutions, il a été organisé à Cotonou un atelier préparatoire sur la santé des femmes africaines. Plus de détails dans ce reportage de Saint-Iche-Quimpon et de Élisée Debeglo. Donner la vie devrait être un moment de joie, jamais une épreuve de violence. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'une femme sur 3 déclare avoir subi une forme de maltraitance lors de son accouchement dans un établissement de santé. Cris, humiliation, soins sans consentement ou négligence. Des réalités qui interrogent la qualité des soins et le respect de la dignité des femmes. Pour contribuer à faire évoluer les pratiques et nourrir la réflexion sur la santé des femmes africaines, l'Institut national de la femme, réuni à Cotonou, chercheurs, professionnels de santé et acteurs engagés autour d'un atelier préparatoire consacré aux violences obstétricales. Nous avons le devoir d'impulser une évolution législative et doctrinale qui permettrait d'avoir ou d'intégrer les violences commises à l'occasion des actes gynécologiques et obstétricaux dans le rang des violences faites aux femmes et aux filles. Nous croyons fermement que l'exercice de la profession médicale a besoin de sérénité, de sécurité, tout en s'obligeant au respect du refus lorsqu'aucune urgence vitale ne justifie de passer outre. Durant plusieurs heures, les participants confrontent leurs expériences, partagent les résultats de leurs recherches et proposent des pistes d'amélioration pour garantir une prise en charge plus humaine, plus respectueuse et plus digne des femmes dans les structures sanitaires. Si l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dénonce ces traitements irrespectueux et abusifs et elle appelle à les prévenir et à les éliminer dans le monde entier. La Fédération internationale des gynécologues obstétriciens, la FIGO, se positionne sur ce qu'elle appelle l'épidémie mondiale de maltraitance et de manque de respect au cours des accouchements. Et elle appelle à une union des forces. C'est suite à cette journée d'études que j'ai proposé de nous unir pour créer un espace de dialogue et de discussion autour de cette question. Cet atelier se tient en prélude au Congrès international sur la santé des femmes africaines, le CISFA, qui commence du 8 au 10 juillet au Palais des Congrès. Parce qu'une maternité sécurisée ne se résume pas à des soins de qualité.
Elle passe aussi par le respect, l'écoute, la bienveillance et la dignité de chaque femme. Et après la santé, parlons agriculture. Longtemps resté en marge des grandes zones de production de cacao en Afrique de l'Ouest, le Bénin nourrit aujourd'hui l'ambition de redonner toute sa place à cette culture. À Tori-Avamin, dans la commune de Tori-Bocito, un agroforestier mise sur la production de pépinières de cacao pour encourager les plantations et contribuer au développement de la filière. Une équipe de Bénin TV est allée à sa rencontre. Karamat Agbataou, Macléoud Adansore et Arnaud Tossé. Le cacao. Tout de suite, quand on dit le cacao, on ne pense qu'à une nation dans la sous-région, c'est la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, c'est la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a qu'au Bénin. On peut aussi produire le cacao. Il y a bien des terres qui sont adaptées à la production du cacao au Bénin. Et on retrouve ces terres-là dans le département de l'Atlantique littoral. Bon, là, on est à Tori-Avamin. Donc à Tori, quelqu'un qui a son domaine, son terrain à Tori peut bien produire du cacao. À Lada, il peut produire du cacao. C'est les mêmes catégories de sols qui sont adaptées à ça. Dans la zone de Sakété, le plateau de Lemay, le plateau d'Abomey également. Voilà par exemple des essais de plantation sur place ici à Tori-Avamin. C'est le résultat. La taille d'une cabosse mature varie généralement entre 15 et 30 cm de long et un diamètre de 8 à 10 cm. À l'intérieur de chaque cabosse se trouvent des fèves encore appelées graines de cacao. Ce sont elles qui, après transformation, servent à la fabrication du chocolat. Mais elles constituent aussi le point de départ d'une nouvelle plantation. Contrairement à de nombreuses autres semences, les graines de cacao doivent être utilisées fraîches. On y va pour nous expliquer un peu comment est-ce qu'on prépare la pépinière. Oui, on y va. Là, nous avons les fèves. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute de l'eau. On frotte les graines de cacao afin d'en retirer la pulpe qui les entoure. Une fois débarrassées de cette chair, les fèves sont prêtes à être enfouies dans des sachets en polyéthylène pour leur germination. On fait un trou au milieu, un trou d'à peine 2 cm, pas trop profond, le bout du doigt, et on y pose notre fève là, comme ça, à plat. Voilà. Je n'enfonce pas trop, vous voyez, c'est fait. Et puis, je recouvre ça du substrat. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je prends mon arrosoir et j'arrose. Après 45 jours à 2 mois de soins réguliers, un arrosage quotidien et un entretien minutieux, les premiers résultats sont visibles. Vraiment, pas trop tassé. Voilà, c'est bon. À quelle taille? Là, nous sommes à... Vous voyez, ça fait 30 cm. On peut sortir ça? La levée intervient généralement au bout de 2 semaines. Les jeunes plants poursuivent ensuite leur croissance en pépinière pendant 9 à 12 mois avant d'être suffisamment vigoureux pour être transplantés au champ. Le rendement à l'hectare au Bénin, ça peut aller à 1000 kilos. C'est 1 tonne par hectare, voilà, par an. Avec l'engagement des producteurs, l'accompagnement technique et l'extension des plantations, cette culture pourrait demain s'imposer comme une nouvelle source de richesse, de revenus et d'emplois pour le Bénin. Vous le savez, lors du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a ordonné le retrait du marché béninois, le produit Sniper. Une décision qui entre déjà dans sa phase d'application. Hier, par exemple, une opération de contrôle a été menée dans les marchés afin de vérifier le respect de cette mesure. Reportage. Le Conseil des ministres, en sa session du 1er juillet dernier, a fait rappel de l'interdiction de la mise sur le marché de certains pesticides, notamment celui de type Sniper. Alors, dès le lendemain de cette séance, Madame la ministre du Commerce intérieur nous a instruit à l'effet d'un retrait total de ce type de pesticides sur le marché. Donc, depuis vendredi passé, nous avons commencé l'opération et ce matin, nous sommes rendus au niveau du marché du marché d'Antopa pour faire la même opération. Cette opération ne finira pas tant qu'on n'aura pas constaté un retrait total de ce type de produits du marché. Parce qu'en réalité, c'est un produit qui est déclaré d'une toxicité très élevée par l'OMS
et c'est par ailleurs un produit cancérigène. Alors, les instructions sont de débarrasser totalement le marché de ce produit-là. Alors, quand nous sommes arrivés ce matin, nous avons vu que quelque part, les gens avaient quand même l'information. Donc, le produit n'était plus tout à fait exposé. Donc, nous avons dû faire intrusion donc, dans les magasins de stockage pour en prélever les stocks qu'ils avaient. Donc, il faut dire que les jours à venir, nous avons continué l'opération. Dans le reste de l'actualité, Pepco Bethesda donne l'exemple à suivre dans le cadre des réformes du secteur de la microfinance. Elle a procédé à l'installation des membres de ses organes dirigeants, une longue route qui connaît enfin une belle arrivée. C'est ce que nous rapporte ce compte-rendu de Rodrigue Ola-Babagbeto. Nous voulons proclamer Ebenezer. Pepco Bethesda pose les jalons d'une gouvernance exemplaire. Par l'installation officielle des membres des organes dirigeants, l'institution donne l'exemple à suivre dans le cadre des réformes du secteur de la microfinance. Le processus a été long, plein d'obstacles, mais couronné de succès. La nouvelle étape a porté sur le rappel des résolutions fixant la désignation des membres et un aperçu des réalisations. À la signature des registres d'installation, les responsables investis ont unanimement pris l'engagement d'œuvrer pour une gouvernance responsable. Ne sont pas des gendarmes, ne sont pas des policiers, mais nous nous joignons aux autres organes pour que chacun joue efficacement son rôle. Si nous avons pu atteindre cette étape, ce n'est pas parce que nous avons compté sur notre technicité, tout simplement parce que nous avons eu de la connaissance pour savoir que le nom de Dieu est invoqué sur cette institution et il doit être au cœur des opérations. Dieu doit être dedans. La manière dont les choses ont été conçues, ce n'est pas l'homme, c'est vraiment Dieu, c'est vraiment le Saint-Esprit. L'installation est un tournant décisif, mais le dernier. Il sera suivi d'autres étapes. Les étapes à franchir prochainement, c'est la phase de formation. C'est la phase de formation et la phase de sensibilisation. Il y a des formations qui seront données pour tout le monde généralement et pour chaque organe spécifiquement. Nous avons prévu également des outils pour faciliter le bon fonctionnement des différents organes qui vont intégrer également les innovations actuelles, telles que je l'ai dit, parce que la tendance aujourd'hui, c'est le numérique. Le pari, gagné pas seulement par l'œuvre des cadres et autres experts, il est aussi le fruit d'une grâce divine. La victoire. Parlons éducation à présent avec les épreuves orales et sportives du BEPC qui se déroulent depuis hier sur l'ensemble du territoire national. Au lycée Bianzin à Porto Novo, Vitissa Rouret et Michel Legbe ont interrogé quelques candidats et examinateurs au cours des activités sportives dans ce centre d'examen. Nous les écoutons. Nous avons la gymnastique au sol, le saut en hauteur et la course de vitesse. Globalement, pour la plupart, c'est des jeunes. Ils n'ont pas encore véritablement pris conscience. Pour eux, ils sont admis, c'est fini. Donc pour eux, c'était une formalité. Mais on essaie de les rappeler à l'ordre pour leur dire que c'est la suite du processus du BPC, puisque ça a 3 étapes, la phase écrite, la phase sportive et l'oral. Donc ils ont validé la phase écrite. Il faut qu'ils se concentrent pour les 2 phases qui restent. J'ai déjà fait le saut en hauteur, la gymnastique et la course de vitesse. Ce sont des choses qu'on a déjà vues en classe, donc ça n'a pas été très difficile pour moi. C'est pas compliqué. Au regard de ce que j'ai fait, je peux avoir 14 comme note. J'ai un sentiment de joie et je suis très contente d'être admissible et pour les années du BPC. J'envisage faire la série D. J'ai vraiment le sentiment de joie, fier de moi-même. Payer, faire des exercices, chercher des documents passés par là, ça n'a pas été facile pour nous. On encourage aussi nos frères qui ont échoué pour que l'année prochaine, qu'ils fassent beaucoup d'efforts et pour aussi réussir comme nous aussi.
Place à présent à la valorisation du patrimoine culturel béninois. Une nouvelle marque ambitionne de transformer des objets du quotidien en véritables ambassadeurs de l'identité nationale, capables de faire rayonner le Bénin bien au-delà de ses frontières. Lancée officiellement vendredi dernier, la marque Souvenir du Bénin entend transformer chaque objet en véritable ambassadeur de notre identité culturelle. Reportage Rodrigue Ola-Babagbeto, Mathieu Degweglo et Constantin Agbo. Au marché des arts, une marque se fait discrètement une place. Sans grand bruit, elle attire les regards, suscite la curiosité et redonne à chaque objet une identité profondément béninoise. Chaque journée commence ici, dans cette boutique devenue le point de départ d'une ambition plus grande pour Erika Tiquet. Ici, nous avons du nord au sud tous les monuments et les personnages emblématiques qui ont marqué l'histoire du Bénin. Nous avons au nord les Tata Samba, nous avons les chevaliers de la Ganie. Quand on descend un peu plus vers le bas, nous avons Bomé le Palais Royal, nous avons Tofa Ier à Porto Novo et l'Amazone qui est aujourd'hui un monument emblématique du Bénin. Ça particulièrement, c'est une senteur de voiture que nous avons faite avec le profil de l'Amazone. Ça vient remplacer un peu ce qu'on connaît habituellement, les arbres magiques dans les voitures. Et donc, nous avons différentes senteurs que nous proposons pour notre clientèle. Des objets de quelques centimètres seulement, mais qui racontent des siècles d'histoire. Derrière cette apparente simplicité se cache une conviction. Le Bénin mérite des souvenirs qui lui ressemblent. Souvenir du Bénin, c'est une marque qui est partie d'une initiative toute simple. Je me suis dit, quand les touristes vont venir au Bénin, ils doivent repartir avec des objets qui leur rappellent leur passage au Bénin. Qu'est-ce qu'on leur offre? Les maniers sont devenus les ambassadeurs les plus prisés de la marque, de petits formats qui séduisent touristes, visiteurs et membres de la diaspora. Pour cette cliente venue faire quelques achats, ces créations racontent enfin le véritable visage du pays. La conception, c'est fin, c'est raffiné, c'est beaucoup plus authentique. Je trouve que ça ressemble plus au Bénin. Depuis quelques jours, un moment de silence s'incruste toujours dans son quotidien. Le jeune homme veut franchir une nouvelle étape de sa vision avec le lancement officiel de la marque. Il était temps pour nous de nous faire connaître au plus grand public. Donc cette étape, c'est la confirmation de notre travail. C'est aussi surtout l'envie d'aller chercher de nouveaux marchés dans la sous-région. Sa vision devient réalité dans cette salle réunissant autorités, partenaires et représentants d'organisations internationales. Souvenir du Bénin affirme désormais son ambition de devenir une référence de l'industrie culturelle et touristique béninoise. La priorité, c'est la mise en valeur du patrimoine. C'est des initiatives qu'il faut encourager et il faut que nous, opérateurs, qu'on puisse tout naturellement inclure en bout de chaîne dans nos produits. Moi, c'est une fierté d'avoir Souvenir du Bénin et c'est un produit d'excellente qualité. Derrière chaque manier, chaque porte-clés ou chaque objet décoratif, c'est un récit qui s'exporte. Celui d'un peuple, d'une culture et d'une histoire. Pendant ce temps, à Parakou, le temps d'une soirée, les années d'hier ont retrouvé toute leur élégance. Tenues d'époque, musique rétro et créativité se sont donné rendez-vous au théâtre de verdure de l'Institut français de Parakou à l'occasion de Retro Fashion, un défilé de mode ouvert au public. Gildas Espoir Sargaté et Michael Noaté. Des silhouettes inspirées des décennies passées, des tissus revisités et des accessoires d'époque. Le théâtre de verdure de l'Institut français de Parakou s'est transformé en véritable passerelle de mode rétro. Pour le responsable, cette soirée s'inscrit dans la volonté de promouvoir la création artistique et de rapprocher davantage l'institution du public. À Parakou, nous faisons de ce moment un moment de prédilection pour exhiber tout le travail minutieux opéré par nos acteurs d'art textile que sont les stylistes, les tisserands, les accessoiristes, les mannequins, les visagistes. Retro Fashion parce que nous sommes conscients qu'avant nous, nos parents ont fait du chemin dans la mode. Et c'est pourquoi le côté vestimentaire spécial, c'est les années 60, 70, 80 et 90.
Au-delà du spectacle, l'événement se veut aussi une vitrine pour les talents locaux. Retrofashion invite chacun à redécouvrir les styles qui ont marqué les générations tout en encourageant l'innovation dans la mode contemporaine. Dans le public, l'enthousiasme est palpable. Entre nostalgie, admiration et découverte, les spectateurs saluent une initiative originale qui mêle culture, musique et élégance. Nous sommes fiers de passer par ici et de voir que nos parents s'étaient bien habillés. Si nous allons souhaiter quelque chose, c'est que nos sœurs aillent revoir ce que les mères ont porté pour mieux couvrir leur corps. J'ai beaucoup aimé. Cette soirée nous a replongé dans l'ancien temps. Parfois, il faut honorer ce qui a été fait avant. Et ce soir, c'était du boom, c'était très très chic. Revoir des jeunes porter les tenues de nos parents, c'était waouh. Cet événement qui vient pour révéler les talents de la mode dans le Nord. Je souhaiterais que pour les prochaines fois, que cela soit étendu dans d'autres localités du Nord aussi. Une soirée où le passé s'est invité sur le podium pour inspirer le présent. Avec Retrofashion, l'Institut français de Parakou confirme son engagement à faire de la culture un espace de rencontre, de créativité et de valorisation des talents. Et c'est la fin de ce 13h. Retrouvez juste à sa suite votre série The River. À 14h, la série La vie à tout prix. À 15h, le documentaire Tous des moutons. À partir de 16h, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi du match entre l'Argentine et l'Égypte à 17h. À 20h, la grande édition du journal télévisé. Merci de votre attention et bel après-midi à tous et à tous en compagnie de nos programmes.